Recording is on. Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette seconde partie qui aujourd'hui parle des corrections dans la méthode Silva. On vous a un petit peu parlé plus de la prise d'information sur la première vidéo. Là, on va un petit peu plus se pencher justement sur la correction en tant que telle, sur les corrections. On a déjà un peu parlé du miroir de l'esprit. Ce qui m'intéresse, c'est d'arriver petit à petit au cas et au travail qui parfois peut sembler être un peu ce que font les copains en énergétique. Je vais prendre en référence Martin Brofman pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est quelqu'un qui a développé un système qui s'appelle le corps miroir. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que Martin était un diplômé Silva et qu'énormément de travaux qu'il a fait sont basés sur le travail des cas et le travail de correction de la méthode Silva. Après, il l'a un peu développé avec sa manière de voir, sa philosophie, sa façon de voir la vie, etc. Mais je trouve que c'est intéressant de capter un peu les différences. Elie l'a très bien dit sur la précédente vidéo. Au départ, on n'est pas là pour autre chose que prendre de l'info et corriger, ramener à la normale, mais on n'est pas des healers, on n'est pas des guérisseurs dans le sens qu'on pourrait avoir avec un magnétiseur ou quelqu'un qui bosse sur, on va dire, un énergéticien. Maintenant, c'est le mot qu'on utilise davantage à un moment donné. Comment toi, tu fais? Alors déjà, est-ce que tu fais une différence? Parce que moi, j'en fais une, mais peut-être que toi, tu n'en fais pas. Est-ce que tu fais une différence entre un énergéticien, un healer et quelqu'un qui fait un travail de correction en méthode Silva? Ça dépend. Donc, il y a beaucoup de guérisseurs qui font guérison en présence physique. Et là, tu as tout ce qu'on apprend en Sylvain dans le cours ultra. Tu as les passes magnétiques, les vibrations. Vous avez vraiment, mais ça, c'est dans la présence physique de quelqu'un et on travaille sur le champ énergétique avec notre présence physique. Pendant que quand on fait guérison à distance, justement, il y a autre chose qui joue dedans. Alors, en Silva, l'idée, c'est que on aide la personne à prendre toute énergie qu'on offre pour revenir à ce qu'on appelle le moule qui est spirituel, qui est parfait, qui est comme un champ d'énergie, si tu veux, mais qui représente la parfaite santé. Et justement, plus on est éloigné du moule, plus on est malade, on a des difficultés. Donc, l'idée, c'est qu'on les ramène à la normale. Et on a cette image, justement, qu'on utilise du moule de parfaite santé, qui est le blueprint, je ne sais pas comment dire, qui est vraiment... et en fait, on trouve la même notion en hypnose cellulaire aussi, où quand on parle aux cellules, on demande aux cellules de se rappeler leur origine, qui était toujours justement d'être parfaite et de ramener le corps en parfaite santé. Donc, l'idée, c'est qu'on fait ramener la personne à ce qui s'était supposé être. Donc, dans la notion de correction, c'est prendre l'ensemble des informations avec les éléments qui pourraient être perçus comme étant dissonants. On reprend un petit peu les images qu'on avait la semaine dernière quand Isabella parlait de la thyroïde qu'elle estimait être trop grosse et qu'elle commençait à recadrer pour la faire devenir plus petite. C'est revenir par rapport à un ensemble de références qu'on a à l'intérieur de nous comme étant le moule de base de la bonne santé. Et là, je reprends complètement subjectif avec vos points de vue et vos points de référence, l'amener à ramener à une normalité ou à quelque chose à faire rentrer à nouveau dans le moule. Est-ce que, alors là c'est intéressant parce que tu as parlé du principe magnétique et vibration. Ça, c'est dans des cours qui sont plus avancés, dans l'élément de base, dans le BLS. C'est pas des éléments qui sont proposés parce que comme tu me l'avais dit pendant les cours d'instructeur, l'objectif est que ce soit ouvert à tout le monde et que qu'importe la croyance ou la manière de percevoir les choses, ça ne rentre pas dans une espèce de malaise où la personne dit mais moi c'est pas des choses auxquelles je crois, pourquoi je mettrais mes mains comme ça pour faire ceci, cela. Ça c'est pas des choses qui sont exploitées sur
l'élément de base. Et vu qu'il n'y a aucune obligation de faire ultra ou graduate après, donc les stages qui sont un peu différents d'un point de vue, il y en a un qui est plus hypnose et un autre qui est plus basé sur justement tout ce qui est magnétisme. On a dans la structure de travail de cas au départ, très peu de rapport à l'énergie comme on pourrait l'avoir dans le Reiki ou dans le corps miroir ou dans le magnétisme. Est-ce que c'est quelque chose, une sémantique que toi, tu utilises, l'énergie en tant que telle, par exemple, dans les cas? Tu vois, parce que là, tu me dis faire rentrer dans le moule. Si je prends mon truc, et là, je reprends un peu le corps miroir qui joue énormément avec ce qu'il appelait les formes pensées. Moi, je me souviens, c'était beaucoup de choses. D'ailleurs, on en avait parlé avec Isabella, que tu avais vu, qui tire la colonne vertébrale, etc., etc. C'est plus faire rentrer dans ce moule alors subjectif, je reviens pour les gens, dans le monde de l'esprit où tu vas à un moment donné souhaiter mettre en place un ensemble d'éléments pour que potentiellement on envoie une information sur un état dans le monde objectif. C'est une information qu'on envoie. On n'est pas, en tout cas, moi, tel que je le comprends, et peut-être que tu vas préciser les choses, mais je ne parle pas d'énergie à ce moment-là. Je parle d'une information sur laquelle moi, je me suis focalisé pour un bien-être et faire retourner le partenaire dans un état de mieux-être, et que j'envoie cette information dans la vie de façon générale, avec une intention, avec une envie, avec une transe, avec l'alpha, etc., pour que cette information puisse être peut-être prise à un moment donné par la personne, par des éléments qu'on ne comprend pas encore trop comment ça fonctionne, mais je ne parle pas forcément d'énergie. Est-ce que toi, c'est une sémantique que tu utilises, le mot énergie, en cours dans le travail de correction dans les cas? Oui, mais quand c'est à distance, et franchement, je ne distingue pas, mais à d'autres moments, Sylvain peut. José a souvent parlé de 7 niveaux d'énergie, et tu trouves ça dans beaucoup d'autres disciplines aussi. Et pour lui, il y a l'énergie vraiment physique, il y a le corps, il y a les organes du corps, il y a les cellules. Et puis, quand tu arrives quand même aux particules subatomiques, là, l'énergie devient beaucoup plus subjective ou spirituelle, si tu veux. Et effectivement, moi, je me rappelle, il y avait un cours où on faisait justement une correction à distance pour quelqu'un. Il a demandé à tout le monde de lever les mains, de les mettre autour de l'organe affligé, d'imaginer une lumière qui passait d'une main à l'autre, mais la personne n'était pas là, c'était à distance, et il disait, imagine maintenant que tu envoies de l'énergie au niveau des subparticles, des particules. Des subparticules. Ouais. Parce que là, sinon, tu ne peux pas influencer la matière physique à distance. Mais au niveau subatomique, les particules, les quarks, physique quantique, n'importe, mais à ce niveau-là, tu es beaucoup plus dans le domaine subjectif. Et là, la pensée peut agir. Mais c'est une autre forme d'énergie pensée, tu vois. D'accord. C'est-à-dire que lui, à un moment donné, c'est intéressant. On ne peut pas toucher nécessairement l'objectif à un moment donné par rapport à un travail de cas et de correction. Par contre, dès qu'on ramène la conscience du subjectif, on peut y faire quelque chose parce qu'on serait associé ou lié à un ensemble d'éléments subjectifs les uns avec les autres. C'est ça un peu l'idée ? Oui. D'accord. Tiens, c'est amusant. D'accord. Et alors, par contre, là, ce que tu viens de préciser et que tu as précisé à plusieurs reprises, là, je repars sur notre séminaire de base, sur la notion Silva. On dit souvent que les cas, on ne travaille pas avec une personne qui est en présence. Donc, on est vraiment dans un travail de correction qui est en plus, dans la plupart du temps, cette absence de la personne qui est là. Donc, un travail avec un orientologiste et la personne qui va à ce moment-là être la psychique. Et il y a un travail de correction qui se fait dans ce monde interne de la personne, dans son monde de réception. D'où l'importance précédente de dire il me faut un grand nombre d'informations pour être juste dans ce que je vais proposer. Alors, ça, moi, me ramène à des retours que j'avais eus avec et si la personne qui veut qu'on travaille sur elle ne nous donne pas beaucoup d'informations. On arrive sur quoi ? C'est-à-dire, quand je dis elle ne donne pas beaucoup d'informations, bien sûr, je peux, d'un point de vue subjectif,
obtenir de l'information avec l'ensemble des points de référence que j'ai créés, donc me dire, tiens, il peut y avoir ceci, cela. Si on reprend le cas de la semaine dernière, elle voyait quelque chose à la thyroïde, mais l'information, Laura l'avait pas. Et elle lui dit, c'est pas parce que je n'ai pas l'info que ce n'est pas quelque chose. Mais si on ne peut jamais vérifier, parce que la personne ne veut pas en parler pour un problème ou de juste d'intimité, quelqu'un qui estime que ça te regarde pas. Je dis ça parce que j'ai eu un retour là très récemment. Il me dit, j'ai fait un cas et un moment, j'ai demandé quelque chose à cette personne-là et elle m'a dit, ça te regarde pas. Donc, on ne peut pas savoir. Alors, après, comment on explique corriger un problème si la personne refuse de nous donner les infos? Ouais, mais c'est ça. Donc, je pense que, alors, j'ai pas eu toute l'histoire, mais je pense qu'elle a perçu des choses d'un point de vue subjectif. Elle voulait, je pense, avoir un retour pour savoir si c'était pas complètement barré parce qu'elle, elle bosse ses cas. La dame qui a un certain âge et qui a l'habitude de gérer les choses par elle-même, peut-être qu'elle s'est sentie un petit peu, c'est un peu intrusif de dire, je sais pas, j'ai vu ça, est-ce que vous avez un problème à X endroit? Je peux comprendre que la personne soit malaise. Mais comment, dans ce cas-là, dans un travail de correction, comment toi tu l'abordes? Est-ce que tu l'abordes en disant, j'ai confiance dans l'ensemble des points de référence que j'ai, même si la personne ne me confirme pas, comme l'a fait la semaine dernière Isabella sur la vidéo qu'on a mis. Bon, tu te souviens, à 3 reprises, elle est revenue en priorité sur la thyroïde, alors que en réalité, la question de base de la dame, c'était la problématique à la poitrine. Donc, dans ce cas-là, toi, tu restes dans ton principe à se dire la correction que je vais proposer et par rapport à la perception, donc à l'ensemble des informations que j'ai eues, et je vais travailler d'un point de vue subjectif à corriger cet élément-là. C'est ça sur l'idée? Oui, quand même. Même si je n'ai pas un feedback, si j'ai perçu quelque chose, je vais quand même travailler pour le corriger. Et effectivement, Isabelle, elle continue à revenir aux thyroïdes parce que pour elle, ce qui s'était dans la poitrine n'est pas trop grave, pendant que ce qui était dans le thyroïde risquait de créer plus de problèmes et la personne apparemment n'en était pas consciente. Donc, il fallait qu'elle fasse des tests, etc. Mais il faut quand même savoir que Isabelle a fait ça depuis l'âge de 9 ans, des milliers de fois, et elle a confiance totale quand elle reçoit quelque chose. C'est ça. Oui, non. Après ça a été quelque chose où elle a une vraie spécialité et une vraie expérience. Donc, là, dans ce principe de correction, on va aller un petit peu plus en interne. Dans ce monde subjectif, alors, comment on corrige? Parce qu'au bout du compte, on parle de correction, mais là, pour nous, ça nous semble... on a chacun nos méthodes, mais ça nous semble assez cohérent. Mais comment on corrige? Tu dis, on ramène au moule, à la normale. Mais comment tu fais? Est-ce que toi, tu visualises? Est-ce que tu dis des choses? Est-ce que tu vois de l'énergie? Est-ce que tu vois des couleurs? Comment un apprenant ou quelqu'un qui est en train de développer un peu ses cas ou qui veut corriger des situations dans des cas, il corrige? Comment tu lui proposes ça? C'est très, très varié, c'est très individuel. Si c'est dans le contexte de travail un cas, on a déjà perçu le problème d'une manière assez individuelle. Donc, l'exemple que je donne, un problème cardiaque, quelqu'un va peut-être voir quelque chose de rouge qui flash, quelqu'un d'autre va entendre un battement, quelqu'un d'autre va sentir, oh là là, il y a quelque chose qui ne va pas dans la poitrine. Donc, la façon dont on perçoit les choses va nous aider justement à corriger. Donc, la personne qui entend, par exemple, un rythme qui ne va pas bien, et elle va travailler pour que le rythme devienne normal, etc. Aussi, on a perçu la chose totalement symbolique. Donc, là, on peut travailler sur le symbole, par exemple. Actuellement, je travaille sur une jeune diplômée qui a un problème de... comment dire en français? Sclérose en plaques. OK? Ouais. Et en fait, on en a parlé dans le cours, mais elle n'a pas dit qu'après, qu'elle-même, elle souffrait de sclérose en plaques et m'a demandé de travailler pour elle. OK, donc dans le cours, elle dit comment on pourrait imaginer une correction pour la sclérose en plaques. Alors là, je dis, mais écoute, normalement, c'est un problème de la gaine, il manque de myéline. Myéline.
Donc, je dis, par exemple, mais ça dépend de vous, moi, j'imaginerais que je prenais les nerfs et j'allais les envelopper avec une sorte de bande pour les protéger parce que la gaine est trop usée pour continuer à protéger les nerfs. OK? Et donc, j'ai proposé ça. Mais quand elle m'a dit, est-ce que tu peux travailler sur moi? Donc, j'entre à mon niveau, j'imagine son système nerveux. Et ce qui revient, c'est quelque chose que j'ai déjà vu dans le passé. Attends, le cerveau et tout le système nerveux, c'est comme une méduse qui flotte dans l'océan. Et donc, tu as le corps et tu as toutes les... Et effectivement, moi, à ce moment-là, je me suis dit, non, il ne faut pas que je mette la gaine parce que quand je veux toucher les nerfs, ils sont disséqués. J'ai l'impression qu'ils vont partir en poudre. Donc, j'ai dû tremper la méduse dans un bain, justement, de moisturizer. Et j'ai doucement massé pour que les nerfs pourraient absorber, justement, ça, parce que c'était pas encore prête à protéger. Il fallait d'abord nourrir les nerfs et après, je vais mettre les gaines. Alors, mais peut-être je suis la seule personne au monde qui a les corps comme ça. Mais c'est mon image parce que c'est mon imagination qui prend plaisir dans cette image et qui va jouer avec. Donc, ça m'aide à avoir une concentration beaucoup plus forte, beaucoup plus focalisée. Alors, ça aide parce qu'il n'y a pas un seul moyen de faire une correction. Il y a des mais je trouve ton exemple très chouette parce que effectivement après chacun va créer. Donc en gros, laissez aller votre créativité et si vous n'êtes pas des créatifs parce que ça peut être parfois le retour, faites super basique. Vous pouvez juste utiliser des mots. Moi, il y a des moments, étant donné que je suis très auditif digital, j'aime bien les mots. Et il y a des moments, moi, j'envoie juste des mots aux gens, juste des mots. Et mon truc a un sens. C'est-à-dire que pour moi, si j'utilise ce mot-là, c'est qu'il y a un ensemble d'éléments et d'attentes derrière, comme si j'étais en train de faire une séance d'hypnose à la maladie de la personne ou au malaise de la personne ou au malaise de... Mais c'est ma manière, moi, de... suggestions positives et tu choisis les bons mots. Oui, exactement. Tout à fait. Je fais des suggestions. Mais moi, c'est une de mes manières de bosser. Oui. Alors, tu vois, là, dans ce que tu me disais, alors, comment tu enseignes ou partages ton expérience sur les personnes qui font des corrections et en fait, le feedback, il n'est pas probant. C'est-à-dire, il n'y a pas de retour intéressant. Il y a quelqu'un qui t'a demandé quelque chose. Toi, tu fais ton travail au mieux parce que tu as envie d'aider la personne et il n'y a pas de résultat. Comment... parce que je pense que c'est un des éléments qu'il faut aussi prendre en compte. Moi, je suis un hyper pragmatique. Donc, il y a des moments, j'ai fait des tests, je vois que mon test ne donne rien. Je me dis, tant pis, je vais tenter autre chose. Mais, et puis, il y a des moments, ça ne marche toujours pas. Mais comment, pour quelqu'un qui, justement, se dit, avec toute la bonté qu'il a, l'envie de vraiment de faire du bien aux gens, il se dit, je vais essayer, je vais tenter de travailler sur ton cas, je vais tenter de t'apporter une solution d'un point de vue subjectif et après on verra au niveau objectif. Comment, quand la correction ne semble pas donner dans la réalisation, donc on parle vraiment du monde subjectif, ce que j'ai créé, ce que j'envoie dans le monde objectif, et que dans le monde objectif, il n'y a pas de correction. Comment un jeune ou moins jeune d'ailleurs, quelqu'un qui fait des cas, tu peux l'aider par rapport à ce retour, parce que c'est juste un retour. Nous, on sait qu'on n'a pas un pouvoir magique, on sait qu'on n'est pas... on se vend pas, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien me dire, nous, on n'est pas des healers. On donne un petit... on tente de donner un petit plus avec une intention, avec une envie, avec vraiment quelque chose de positif, mais après, on n'a pas pouvoir sur les éléments. On cherche à en créer dans le monde subjectif, mais après, cette notion-là. Comment cette gestion-là, je trouve qu'elle est complexe, tu vois. Moi, j'ai mis plein d'attention à ce que quelqu'un aille mieux, et puis cette personne ne va pas mieux. Comment tu gères? Qu'est-ce que tu dis aux diplômés à ce moment-là? OK, donc d'abord, je distingue, parce qu'au départ, je croyais que tu parlais de quand on n'avait pas de feedback, mais là, c'est autre chose. Tu parles, on a un feedback, mais le feedback, il est négatif, ou bien neutre, ou apparemment, il n'y a rien qui se passe. Exactement. C'est, en gros, on a fait le travail, on a fait notre cas, on est content, on a
Je sais pas, j'ai mis quelqu'un qui était, je sais pas, anxieux, je l'ai mis dans une box, dans une boîte où à chaque fois qu'il sort, il y a cette boîte qui se met, c'est pas une boîte, mais tu vois, une espèce de truc d'énergie autour, et que la personne, je l'imagine en train de marcher, fière, tranquille dans la rue. Et au bout du compte, elle me rappelle, elle me dit, Pank, pourquoi je suis sorti dehors, j'ai toujours aussi peur, ça marche pas, etc., etc. Je lui ai pas dit ce que j'ai fait, c'est le boulot que j'ai fait depuis quelques jours, quelques semaines. Voilà, j'ai ce retour il n'y a pas d'effet positif sur le cas. Comment on peut gérer ça ou comment on doit le prendre ou comment j'osais proposer le fait qu'il n'y ait pas de feedback qui aille dans le sens qu'on aimerait. Elle n'est pas évidente ma question. Comment? Elle n'est pas évidente ma question. Non, je me demande si toi tu as une réponse. En fait, beaucoup dépend sur notre engagement. Si c'est un diplômé qui dit est-ce que tu peux travailler sur moi, ou si c'est un membre de famille, évidemment, tu seras beaucoup plus impliqué, tu vas continuer à travailler régulièrement, tu vas changer peut-être ton image, tu vas peut-être te concentrer uniquement sur le résultat final. Justement, ça dépend. Mais j'essaie de me rappeler qu'est-ce que José avait dit. Je me rappelle un seul moment, en fait, quand quelqu'un a appelé José pour dire il n'était pas content. En fait, il avait programmé, en ce cas-là, il avait programmé une promotion son travail et il était viré. Bon, ton truc, il ne fonctionne pas. Et José a tout simplement dit continue à programmer. Il a raccroché. Et apparemment, dans les jours suivants, les chasseurs de tête sont venus en disant enfin tu es libre, par déontologie on n'a pas offert et on lui a offert un super boulot. Donc là c'est une histoire quand même très positive, mais comme tu dis, il y a des gens qui vont continuer à avoir leurs problèmes, qui vont mourir. Et effectivement, je me rappelle la première fois que ça m'est arrivé en tant que diplômée Sylvain, j'avais tout un groupe qui programmait pour quelqu'un et elle était morte de cancer à 24 ans. J'étais choquée. Mais il faut qu'on accepte que nous, on ne connaît pas justement le destin, le chemin, le choix de la personne à un niveau profond, mais tout ce qu'on peut programmer, c'est qu'ils sont heureux physiquement et mentalement. Et dans ce cas-là, peut-être justement parce que j'ai contacté les gens qui étaient là quand ils mouraient, apparemment, ils étaient dans un état de paix et de sérénité extraordinaire. Donc, peut-être, on a aidé son côté psychologique, spirituel, mais peut-être pas non plus. Bien sûr. Mais au moins, on peut offrir, c'est ça. Et je crois qu'il ne faut pas abandonner, à moins que c'est quelqu'un qui refuse de donner un feedback. Alors là, bien sûr. Autre chose. Je pense que ça, c'est un des trucs, même les thérapeutes de façon générale. Là, on n'est pas des thérapeutes dans la méthode Sylvain, mais je le remets après, je le recadre dans la notion de thérapeute. Il y a des moments où on n'a pas de résultat. Et alors, je parle de nous aussi bien, nous au bas de l'échelle en tant que psychopraticiens avec de l'hypnose ou autre, mais c'est pareil chez des pontes de la médecine qui font des trucs incroyables, qui par moment, leurs opérations ne fonctionnent pas. Il n'y a pas de feedback. Bon, eux, ils ont un truc très concret. Nous, on a un truc plus abstrait. On est quand même deux points. Néanmoins, je pense qu'il y a cette notion-là. Quand on le fait parce qu'on pense que c'est juste et que ça peut aider. Par contre, notre notion égotique là-dessus, elle doit complètement disparaître. S'il y a quelque chose qui se passe, on ne doit pas se dire c'est grâce à moi. Si quelque chose ne se passe pas de la même manière, on ne doit pas se dire nous, on n'a rien fait d'autre que mettre ce que les gens appelaient avant l'intention positive, l'envie, vraiment la prière, entre guillemets, vraiment dans le sens profond de prier pour que quelque chose arrive de positif. Apprendre, et égotiquement, parfois c'est dur parce qu'on s'investit et comme tu dis, plus on est proche des personnes et plus on se dit ah mince, la personne est partie, elle est morte ou sa maladie, ça va pas mieux ou je sais pas, il n'a pas eu son poste. C'est aussi se dire j'ai pas pouvoir sur toute chose et la méthode Silva est pas en train de dire vous devenez un pouvoir sur toute chose. C'est si on peut aider l'humanité, on l'aide. Mais c'est de l'aide. Et je trouve que le mot aide est hyper important. Je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est une aide, on est un support. Ça ne veut pas dire qu'on va remplacer quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on va obtenir quelque chose. On est une aide, on est quelque chose qui
et un petit plus dans un monde qui est complexe et qui a plein d'éléments. Et on retourne à notre juste place, se dire on peut être aidant vis-à-vis de quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que ça va changer tout, que ça va modifier des trucs. On est cette petite chose-là qui, cumulée, et c'est un des éléments que j'aimais bien moi, dans la philosophie de Silva, et on revient beaucoup dessus, c'est si on aide un petit peu des gens qui ne vont pas au mieux, et que ces gens-là vont un peu mieux, et qu'eux-mêmes aident ultérieurement des gens, on va réussir à un moment ou à un autre à toucher une humanité ou une grosse partie de l'humanité, parce que des gens vont se dire que peut-être s'aider, c'est mieux que ne pas s'aider, et qu'il y a des belles choses qui peuvent se passer parce qu'il y a cet esprit d'entraide. Et parfois, juste quand quelqu'un, qu'importe ce qui se passera après, voit qu'on a pris de l'attention sur eux, qu'on a pris du temps pour, rien que ça, comme tu dis, ça peut être juste un sourire, un instant donné, un apaisement, se dire, il y a quelqu'un qui a tenté quelque chose, même si, je ne vois pas de résultat. Juste ça, il y en a, ils sont contents. Et juste cet instant, ces secondes, cette minute, cette pensée qu'il a à se dire merci, c'est un moment d'apaisement. C'est pas grand-chose par rapport à peut-être des problématiques qu'il a, mais c'est déjà un petit truc. Et je pense que c'est sur ces petits points-là qu'il faut marquer les choses. On n'est pas tout puissant et aucune méthode ne rend tout puissant. Et là, je reprends aussi bien nous, d'un point de vue complètement monde subjectif, que les copains du monde objectif, les médecins, les pompiers, et malheureusement, ils n'arrivent pas à sauver tout le monde, etc., etc. Des gens qui sont dans l'hyper concret. On n'a pas un pouvoir absolu sur la vie, on n'a pas un pouvoir absolu sur les gens. Alors sur les gens, c'est sûr. Le mieux qu'on peut faire, et c'est là où je reviens sur les bases de la méthode, c'est taffer avec nous-mêmes, faire au mieux de se connaître, de se développer, de prendre de l'information, de se corriger pour être mieux vis-à-vis de soi et après vis-à-vis des autres. Et le seul boulot vraiment où on peut avoir un impact sur énormément de choses, c'est nous vis-à-vis de nous-mêmes, déjà dans nos têtes d'un point de vue subjectif. Si on arrive ça, on pourra aider directement et indirectement en faisant des cas ou sans faire des cas, en corrigeant ou sans corriger indirectement des gens à des moments donnés. Je pense que c'est un des gros points forts du système quand on travaille sur soi sans être je suis tout puissant, on peut tout faire, je suis moi, et déjà avec moi je tente d'être mieux, de mieux me connaître, donc de voir que je peux faire de belles choses et je peux après partager avec autrui et je peux aider un petit peu parce que moi je me sens en condition, je me sens apte à passer ces 10 minutes, un quart d'heure tous les jours à penser à cette personne-là, à me mettre en alpha et à me dire elle va aller mieux, etc., etc. Et ça, c'est déjà énorme. Parce qu'on arrive à avoir cette notion. Et on s'aide nous-mêmes, on est dans l'autre, et ainsi de suite. On revient toujours sur ce cercle vertueux-là. Est-ce que tu as des petites choses à rajouter? Juste, très bien dit, super. Mais comme tu dis, effectivement, si on considère que quelqu'un va mieux parce que c'est moi qui l'ai fait, on va aussi souffrir horriblement quand quelqu'un ne va pas mieux. Et oh là là, c'est de ma faute, je n'ai pas pu aider, etc. Donc, comme tu dis, on peut aider, mais voilà. Mais finalement, c'est l'autre personne qui se guérit ou non. Exactement. Et nous, on est... faut pas rentrer dans un triangle de Karpman, un triangle dramatique. On ne devient jamais des sauveurs. Parce que si on devient sauveur, à un moment ou un autre, on deviendra bourreau. Et à un moment ou un autre, on deviendra victime. Nous, c'est des aides. On n'est pas là pour sauver. On fait au mieux. Et ça aussi, parfois, pour les jeunes praticiens, alors pas... Là, je reviens sur de la psychopratique ou de l'hypnose, etc. Souvent, on a l'impression qu'on a des outils incroyables qui permettent de tout changer. Et on a cet ego qui dit « Ah, mais je peux. » Puis, il y a les échecs qui arrivent et où là, tu dis « Ouais, mais c'est pas de ma faute. » Mais à un moment ou à un autre, se dire « On a une partie, on fait quelque chose. L'autre fait une partie. C'est une collaboration. Ça fonctionne, c'est cool. Ça fonctionne pas, il trouvera quelqu'un d'autre pour peut-être que ça fonctionne mieux. Et nous, on a fait au mieux et on peut se dire, ok, j'étais pas adapté pour cette personne-là, je peux m'améliorer, mais il n'y a pas à se flageller non plus, comme il n'y a pas à se mettre plein de trucs genre je suis génial parce que des gens avancent. Non, on a collaboré, on a travaillé ensemble, on a avancé ensemble, on a fait en sorte que la personne puisse aller mieux, mais c'est lui qui a fait le boulot au bout du compte, qui a accepté les suggestions, qui s'est remis en question, qui a pris des informations, qui a corrigé les choses en interne, et nous, on est juste des supports. Yes. Un petit mot pour conclure ou Non, je crois que ça, c'est une très bonne note pour conclure. Génial. Je vous rappelle que je lisais là dans ta newsletter que tu fais un online en juin, fin juin, c'est ça? Un méthode Silva online, ou c'est moi qui ai mal lu?
Oui, oui, mais je vais méthode Sylvain online 2 semaines de suite fin juin. C'est ça, c'est ce Et que puis j'ai la vu. prochaine fois, c'est en présentiel les 4 derniers jours d'août, où toi, Yes. tu seras présent. Ouais. Donc, mais vu que j'avais pas vu que tu faisais du Oui, online, pour ceux qui peuvent pas ou autres, pensez, il y a fin du mois de juin, donc sur 2 week-ends, la méthode présentée par Lee en ligne, et sinon il y a le présentiel sur Paris, où on va être. Il y a du monde là qui s'est inscrit sur Paris. et pas énorme pour le moment, mais je crois qu'on aura un très bon groupe. Et oui, mais et il y a aussi, bien sûr, la réunion d'anciens diplômés Ouais, le ouais, samedi soir, donc ça serait bien aussi. ouais. Pensez-y. Donc le En 25. présentiel. Hop, alors pour les anciens, Samedi. je le mettrai dans le groupe, c'est le 27. Le 27 août, on se fait une réunion des anciens. Pensez-y, ça va être sympa. Puis ça va faire du bien de se voir en live. Juste, je reprécise 2-3 petites choses. J'ai mis dans le groupe Méthode Silva, j'ai proposé qu'on commence à mettre en place cette méditation pour la paix à partir un jeudi par mois au départ. On n'en fait qu'un. Et si vous aimez bien cette logique-là, faire, et Lee en a parlé tout à l'heure, un travail sur une personne, sur un cas, avec tout le groupe. Et là, éventuellement, on le fera via un Zoom ou via un Jitsi. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, on se met tous ensemble, on parle du cas, on envoie une correction, on travaille sur la correction, et on ferait ça, pareil, une fois par mois. Je pense que là, on fera ça plutôt le dimanche soir. Et si ça vous dit, ben, on mettra ça en place. Donc, j'ai déjà proposé ça sur le groupe. N'hésitez pas à me relancer. Moi, je suis prêt à organiser ça très rapidement. Et dernière petite chose, on verra, mais Lali n'a pas reçu l'élément, mais je vous avais parlé d'un questionnaire que j'aimerais envoyer, un petit sondage, une petite enquête pour justement avoir des nouvelles statistiques par rapport à ce qu'il y avait eu dans les années, j'ai retrouvé, c'était en 76 qu'avait été faite l'enquête sur les 10 000 personnes et où ils avaient 1117 retours. Bon, nous, on n'aura certainement pas 1117 retours, mais plus il y aura de personnes qui ont fait Silva et qui auront eu le questionnaire, plus on aura de retours, plus on pourra faire quelque chose avec des vraies statistiques. Et si on a assez de personnes et des stats qui sont intéressantes, vous verrez, j'ai fait beaucoup de questions fermées. On pourra l'envoyer à Silva International pour peut-être qu'ils se motivent à l'envoyer à tout le monde dans leur langue pour qu'on ait quelque chose de global par rapport aux effets positifs ou pas d'ailleurs de la méthode dans leur quotidien par rapport à différentes choses. Voilà, donc je pense que d'ici quelques temps, vous recevrez ça. On va vraiment peaufiner ça avec Lee. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, me tient à cœur pour qu'on ait des données qui soient de 2022 et pas des données de 76-77. Oui, tout à fait. C'est un super initiative. Yes. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez des questions derrière, vous les partagez sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao, ciao.